dans l'univers des systèmes d'information. Moi, j'en profiterai pour faire plus ample connaissance avec ce monde technique. En tout cas, bonjour à tous. Plaisir de vous recevoir encore une fois dans notre série de panels en ligne pour souhaiter la bienvenue à un monsieur super occupé. La preuve par ses interminables lanceurs. Un peu de révélation Malik autour de la préparation de ce numéro, maintes fois reporté. J'ose croire que c'est enfin la bonne, comme on le tient cet après-midi. Bonjour Elhaj Malick Gueye. Bonjour Ousmane, et merci encore une fois de m'inviter à ce panel. Je vous en prie, merci et surtout pas de timidité s'il vous plaît. Je sais que les gays ne sont pas timides. Merci d'avoir accepté notre invitation. Entre deux avions de la Mauritanie au Niger, en passant par Djibouti, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, l'Ouganda, la Tanzanie et le 10 ans, je comprends un peu la présence de toutes ces belles nationalités qui sont avec nous parce que la différence est source de richesse. Ça, on le sait. Vous posez aujourd'hui pour échanger avec l'écosystème de la tech sur les thématiques qui vous sont très très chères. Expert en audit, contrôle et management des systèmes d'information. Vous allez en profiter pour inspecter les nôtres, les après-midi de la tech. Vous avez rejoint Deloitte il y a quelques années. Cet après-midi, l'idée est de vous écouter, de vous entendre, Elhaj Malick Gueye, sur l'actualité de la cybersécurité en Afrique ainsi que les sujets connexes, parce qu'on sait qu'ils sont très très nombreux. On sait également que l'actualité fourmille de beaucoup d'exemples en lien avec vos domaines de spécialisation. Un mot peut-être d'abord en espérant que la connexion va rester très bonne pour saluer le public avant d'entrer de plein pied dans la discussion. Encore une fois, mes remerciements à toi de m'inviter à cette précédente édition et on voit que c'est des échanges de très haut niveau et de très très bonne qualité. Tu me permettras aussi de saluer l'ensemble des participants à cette session et comme tu dis, je me réjouis d'avance de l'échange que nous aurons ensemble durant cette heure. Merci Marie, merci pour la concision. Alors, pour le dérouler très rapidement, on va revenir un peu sur une petite présentation de vous parce que j'aime bien parfois que les acteurs se présentent en dehors ou au-delà des CV officiels parce qu'il y a toujours peut-être de petits détails qu'on néglige dans le CV mais qui peuvent se révéler décisifs pour le parcours. On parlera après des questions de profondeur. On donnera la parole pour finir au public, notamment à nos discutants qui nous font le plaisir et l'amitié de se joindre à nous cet après-midi. Peut-être une première question pour rentrer un peu dans la discussion. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de vous dans le CV? Je sais en même temps que la question est vague. Autrement dit, le Elhaj Malick Gueye, élève, il était plutôt orienté mathématiques, littérature, même si, bien entendu, à voir votre parcours, on comprend, sauf que parfois, il y a de grosses surprises. Ouais. Alors, je dirais très orienté sciences, effectivement, matière scientifique, avec un fort volet sur le volet littéraire. Là, de mémoire, je me souviens encore de mon père qui, à un moment donné, avait envisagé que je fasse des études en lettres. Lui-même étant un professeur et aussi sensiblement dans ce secteur, mais finalement, voilà, mes études m'ont mené vers la téléinformatique. Sachant que j'avais, disons, une shortlist de 2 spécialisations, c'était soit devenir spécialiste dans le domaine de l'informatique, soit devenir médecin. J'avoue que par moments, je regrette de ne pas avoir choisi la médecine, mais quand même, je me plais bien. Oui. Mais médecin des systèmes d'information au quotidien, c'est déjà une belle consolation. Effectivement. Je dirais que c'est une belle manière de voir les choses. Mais en tout état de cause, je pense que c'est un domaine que j'ai embrassé. C'est vrai qu'après, au fil de ma carrière, les sujets que j'ai abordés ont eu à évoluer dans le temps, compte tenu aussi de cet écosystème changeant que nous connaissons tous. Mais aujourd'hui, je me plais bien et je pense que c'est assez intéressant ce que nous sommes en train de bâtir à travers cet écosystème. Oui, sachant que de toute façon, la littérature, elle est une belle alliée. Moi, je me dis même que ce n'est pas un choix parce qu'aujourd'hui, nous parlons des systèmes d'information, de cybersécurité, de cybercriminalité, mais nous le disons, nous l'exprimons dans une langue qui s'appelle le français, comme quoi la littérature n'est pas une option. C'est toujours bien entendu un accompagnant qu'on doit toujours avoir avec soi. En tout cas, moi, je constate pour échanger régulièrement avec vous que vous êtes à l'aise aussi bien sur les affaires scientifiques
que littéraire, parce que d'abord, on se parle en français. Au-delà de ça, après les choix, peut-être du côté familial, c'était que la science, en dehors, bien entendu, du papa dont vous nous avez parlé un peu de la spécialisation. Pour le reste, c'était quoi? Des experts cyber, c'était quoi exactement dans la famille? Ouais. Alors, pour le reste, bon, déjà, il faut dire que je suis l'aîné, avec aussi une grande sœur quand même qui est très orientée dans les lettres, mais le reste de la famille, il faut dire que celui qui vient après moi aussi a embrassé le domaine scientifique. Mais il faut dire que j'ai eu la chance, hein, et ça j'en rends grâce, d'évoluer dans un écosystème assez académique. Comme je l'ai dit tantôt, mon père, il était professeur. Il a été moi-même mon professeur à un moment donné. Donc voilà, donc c'est dans cette culture-là que j'ai eu l'occasion d'évoluer entre le Sénégal et le Gabon. Ouais. Oui, entre le Sénégal et le Gabon, Dakar et Libreville, autrement dit. Peut-être une dernière question avant d'en venir à la thématique du jour. C'était quoi vos références de l'époque? C'était quels acteurs et peut-être dans quel domaine? Moi, je dirais surtout les leaders d'opinion. Et quand je parle de leaders, c'est peut-être pas les politiques forcément, ou en tout cas pas exclusivement. Moi, en leader, je vois tous ceux qui aujourd'hui œuvrent pour vraiment avoir un impact dans leur société, dans leur communauté. Et aujourd'hui, voir voilà, des aînés ou encore des personnes occuper certains postes ou en tout cas arriver aujourd'hui à un peu briser ce plafond de verre, c'est des choses qui m'ont particulièrement marqué. J'ai des exemples hein, dans la famille, vraiment de personnes qui n'étaient pas forcément prédestinées à atteindre certaines positions ou en tout cas à atteindre certains objectifs. Et pour moi, ils ont été une source d'inspiration intarissable. Peut-être ça m'amène justement à revenir un peu sur certains jalons de mon parcours d'abord académique, hein, parce qu'il faut dire que j'avais d'assez bonnes notes quand j'étais au lycée. Et pour moi, la suite logique, c'était vraiment d'aller poursuivre mes études à l'extérieur. Et ça, je le dis de manière assez fière, mais sans pour autant entacher la qualité de la formation qui se fait à l'extérieur. Tout le monde sait qu'elle est d'excellente qualité. Mais tout ceci pour dire que je me suis retrouvé dans une situation où j'ai été obligé de poursuivre mes études supérieures au Sénégal, notamment à l'école supérieure des télécommunications et du management de Dakar. Ce n'était pas forcément voilà, ce à quoi je m'attendais. Voilà, exactement. Donc, j'en suis très, très nostalgique parce que j'ai fait tout mon cursus là-bas. Et c'est justement de cette école-là que j'ai pu obtenir mon premier stage parce que j'ai eu la chance d'avoir un certain Abdulaziz Gueye qui était à l'époque directeur aussi au niveau système et réseau au niveau de l'Agence de l'informatique de l'État. Oui. Et il a été notre professeur et justement l'un des lauréats, ou en tout cas la finalité pour le major, c'était de pouvoir bénéficier d'un stage à l'agence de l'informatique. Donc, voici un peu comment l'aventure a commencé au niveau de cette structure-là, qui jusqu'à présent, et ça je tiens à le dire, jusqu'à présent reste l'une de des structures pour lesquelles j'ai évolué, qui m'a le plus marqué. En tout cas, ça se voit parce que vous faites toujours plaisir à nous rappeler effectivement pendant nos échanges, lors de nos échanges, que cette école a beaucoup été impactante hein, pour la suite de votre parcours. Et pour la belle histoire, nous avons le plaisir d'être cet après-midi avec le directeur général de l'École supérieure de technologie et de management, l'ESTM. Je ne sais pas s'il nous entend très bien. Monsieur Ousmane Diène, est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il y a le micro qui marche là? Monsieur Diène? Est-ce qu'on m'entend? Monsieur Diène, on vous entend. On est très ravis de vous avoir sur ce panel. Peut-être un mot sur effectivement cet étudiant qui grandit un peu, qui évolue et qui se fait plaisir à rappeler qu'il est parti de chez vous. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir invité dans cette émission. Je vous en prie. C'est tout à fait inhabituel pour moi. Maintenant,
mais votre invité là, El Hadj Malick Gueye, en vaut la peine parce que c'est un étudiant. Bon, il y a deux aspects. Il y a l'étudiant et il y a aussi l'alumni. Mais pour l'étudiant, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. On va dire qu'on avait remarqué d'abord le genre d'éducation, il est respectueux, etc. On sentait qu'il y avait un cadre familial qui était là. Il avait aussi une bonne tenue, toujours correcte, le langage, le port. Ensuite, on avait senti aussi que, contrairement aux étudiants, lui, il avait une bonne expression en français. Il parlait très bien le français, il s'exprimait bien, et il était brillant dans la classe. Et cette génération-là, je me souviens d'autres avec Alak Beja, etc. Des gens qui étaient très smart, comme on va dire, très intelligents et qui étaient aussi très présents. Avec lui, son frère qu'il évoquait, ils étaient très présents dans ce qu'on peut appeler les clubs scientifiques ou l'extrascolaire. Donc, vraiment, sur l'aspect étudiant, vraiment, on a été très content de le voir passer à l'école. Je pourrais peut-être revenir sur l'aspect alumni. Oui, allez-y, allez-y. Bon, l'alumni, c'est-à-dire que habituellement, les étudiants, quand ils sortent de l'école après la formation, en général, c'est difficile. Ils passent à autre chose? Hein? En général, ils passent à autre chose? Il passe à autre chose. Bon, Oui. mais lui, depuis qu'il est sorti, bon, on va dire qu'il est une fierté d'ailleurs pour l'école parce que quand on a vu qu'avec une autre étudiante de l'école, ils avaient gagné une bourse là, pour le concours de Mandela Fellowship Challenge avec Obama et tout ça là. Alors, on a passé toute une semaine à communiquer sur ça et on était très fiers. Et c'est un modèle pour nos étudiants, un ancien étudiant qui a réussi ça. Donc, maintenant, ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect, c'est le retour d'expérience en faveur de l'école. Voilà quelqu'un qui pense toujours à revenir à l'école pour, d'une part, enseigner. Il a enseigné ici. Dès que son temps ne lui permettait pas, mais il a pu quand même enseigner ici, audit et sécurité des systèmes d'information pour nos masters en cybersécurité. Il a aussi été très bien évalué par les étudiants, parce que les étudiants ces étudiants l'ont bien évalué et ils ont surtout noté sa générosité dans le partage de la connaissance et de l'expérience, sa générosité. Alors, un autre aspect après l'enseignement, c'est la collaboration. Vous dites qu'il va à Djibouti, partout, etc., Tanzanie. Mais en général, chaque fois qu'il rapporte quelque chose, nous le sentons dans l'amélioration de nos programmes. Nous le sentons dans l'amélioration de notre offre de formation. Et il aide le système vraiment de l'enseignement, de la formation à progresser. Nous avons même mis en place des formations grâce à sa collaboration. On a mis en place de nouveaux programmes. Donc, je vais dire c'est un modèle d'étudiant qu'on aimerait bien avoir, mais c'est un alumni aussi très utile pour son école. Donc, El Hadj Malick te salue, M. Kampal, tout le monde te salue. Et nous sommes très contents de te voir évoluer et de voir que tu ne nous as pas oubliés. Merci. Merci beaucoup. El Hadj Malick, surtout pas de pleurer. Non, peut-être juste remercier encore monsieur Diène, parce que je me rappelle encore, moi je pense que je faisais partie de la 4e promotion et comme tout début, ça n'a jamais été facile et aujourd'hui on voit que voilà, l'école prend son envol et à travers lui, je tiens aussi à remercier tout le management, notamment monsieur Kampal aussi,
avec qui j'ai beaucoup collaboré. Exactement, Oui. ouais. Monsieur Goudiaby aussi, Madame Sek. Et c'est vraiment un véritable plaisir. Et là-bas, j'ai noué des relations que j'arrive à maintenir jusqu'ici, hein, avec des promotionnaires avec qui je suis toujours en contact. Et c'est toujours un plaisir. Peut-être là où j'aimerais juste rebondir, hein, par rapport Oui. au propos de Monsieur Jane, c'est sur le volet formation qui est extrêmement important. Au-delà des formations classiques, hein, qu'on a l'habitude de voir au niveau de certaines écoles, je pense qu'il est vraiment important que les écoles arrivent à suivre le rythme pour pouvoir proposer au marché Oui. des spécialistes et des experts qui pourront vraiment adresser les besoins du marché, mais aussi le marché local. On se rend compte qu'aujourd'hui, nous avons passé beaucoup de temps à former d'excellents informaticiens qui ont eu à mettre en place des systèmes, qui ont eu à les concevoir, à les développer, à les déployer. Après, c'est poser la question de la sécurité. Et c'est Oui. là où, justement, voilà, on s'est rendu compte que dans certains, par moments, on manquait un peu de professionnels dans ce domaine-là pour pouvoir vraiment aider à garder un niveau de résilience assez satisfaisant. Et c'est là où je salue vraiment la réceptivité de l'ESTM, hein, vraiment à s'ouvrir à ce type de formation pour pouvoir justement alimenter certains secteurs régulés comme le secteur financier, Oui. mais aussi des entités comme les nôtres, les cabinets qui ont voilà, une expertise à revendre à des assujettis ou encore des sociétés qui pourraient être dans le besoin. Pour les étudiants qui nous écoutent, El Hadj Malick, le parcours cyber, c'est vraiment un excellent choix aujourd'hui parce que, en même temps, dans ma petite tête, je me mets à réfléchir et je me dis qu'il y en a énormément de spécialistes, mais en même temps, vous me répondrez qu'on en manquera toujours. Oui, on en manquera toujours. Et peut-être moi, là où j'insiste beaucoup, et là, c'est peut-être un message aux étudiants, c'est que l'idée, c'est qu'il est important de vraiment développer une expertise. C'est-à-dire que ne pas rester dans ce niveau de notion. Justement, j'avais un professeur, il insistait beaucoup dessus, ne pas rester aérien, mais vraiment prendre la peine de s'investir dans le développement d'une expertise pointue sur un sujet. Aujourd'hui, le volet cyber, effectivement, est une nécessité compte tenu de cette forte dépendance que nous avons par rapport au système, que ce soit dans la vie professionnelle comme dans la vie de tous les jours. Et c'est un besoin qui ne fera que croître. Maintenant, quand on parle de cybersécurité, Oui. beaucoup pensent exclusivement au volet technique, alors que ça va bien au-delà. Il y a ce volet humain, ce volet juridique, etc., qu'il est important aussi de prendre en compte. Oui, on avance un peu parce que le temps file en même temps et ne nous attend pas, comme on dit. L'agence de l'État, ou plutôt l'État du Sénégal globalement, qui accueille un nouveau centre de données du Sénégal, hein, selon le nom, l'appellation à Diamniadio. On en parle beaucoup. Je sais que vous avez suivi nos panels et nos émissions à la radio et à la télé. Aujourd'hui, est-ce que il faut s'alarmer un peu avec l'implication, par exemple, de pays ou d'un pays étranger? Beaucoup nourrissent quelques appréhensions. De votre côté, on en pense quoi? Alors, c'est un avis qui n'engage que moi. Moi, je pense que c'est déjà une excellente chose. Ça, faut le reconnaître. Bon, ça, c'est pour avoir déjà été à l'ADIE et voir un peu les premiers balbutiements un peu de ces projets. Je pense que ça contribue fortement quand même à cette autonomisation, mais aussi à cette souveraineté sur le volet numérique que nous voulons atteindre. Maintenant, un point qui est quand même important de prendre en compte, c'est après déjà dans le management, ou en tout cas le suivi, ou même de l'administration, parce qu'il est quand même important que face à un tel bijou, qu'on puisse s'assurer que la prise en main et la gestion puissent continuer à être assurées quand même par voilà, une expertise en local. Je pense qu'au-delà vraiment du fait de pouvoir s'autonomiser, il en va quand même d'une nécessité de pouvoir voilà, faire preuve d'une certaine souveraineté et d'une certaine sécurité des données de l'État et du gouvernement sénégalais. Donc, que ce soit aujourd'hui financé ou géré par des étrangers, je n'ai pas forcément de problème. Mais là où je pense que ça pourrait être très utile, c'est que ce soit un bien qui pourrait non seulement être géré, administré et sécurisé par les autochtones, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que ce soit un bien qui pourrait vraiment être bénéfique, non seulement à l'État du Sénégal et à ses différentes entités, mais aussi aux populations et pourquoi pas même au privé. J'ai suivi récemment l'intervention de Cher Baron, qui est d'ailleurs mon aîné du lycée, que je salue au passage,
Et j'ai compris justement cette transition en partant vers l'entité Sénégal numérique SA, qui a justement cette vocation à pouvoir faire bénéficier de cette expertise et des ressources à l'ensemble de la population ou en tout cas au secteur privé. Et pour moi, c'est une excellente chose. Il faudra juste qu'on soit sûr de mettre en place tout le cadre procédural, organisationnel et technique qu'il faut. Et moi, j'ai aucun doute que ça pourrait marcher. En tout cas, on croise les doigts, comme on dit, bien entendu, même si on reste vigilant en même temps, parce que dans l'actualité de plus en plus, c'est que de plus en plus, on n'accepte pas, par exemple, l'implication aussi stratégique, à un niveau aussi stratégique, par exemple, d'acteurs qui sont un peu étrangers au pays en matière de sécurité. Peut-être je partage avec vous cette dernière actualité sur le sujet. Sur autre chose, mais c'est toujours pour le volet cyber, bien entendu. Par exemple, télécommunication, la licence de China Telecom révoquée aux États-Unis, c'était un article ce matin de RFI qui invoque justement des problèmes de sécurité. Est-ce que vous pensez très rapidement, pour ne pas nous attarder sur ce sujet, que nous sommes aussi exigeants que d'autres sur les aspects cyber en Afrique? Alors, je pense qu'il y a une bonne base, mais il faut qu'on accélère. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accélère sur 2 plans. Déjà, la petite chance qu'on a, c'est qu'on a pas mal de secteurs qui aujourd'hui sont régulés. Si je prends par exemple le secteur financier, où de plus en plus, depuis 2018, on note des réglementations, mais aussi des exigences en matière de sécurité de l'information. Sur le volet légal, on voit un peu que depuis la convention de Maputo, de Malabo plutôt, oui. On a quand même pas mal d'exigences en matière de mise en place de CERT, de loi de protection des données personnelles, etc. etc. Mais pour moi, on peut faire plus. On peut faire plus en définissant nos propres standards qui permettraient justement de pouvoir définir le cadre dans lequel on pourrait interagir avec les autres pays ou les autres acteurs dans le domaine de la sécurité. Mais moi, là où j'insiste le plus, et c'est peut-être ma casquette de professeur qui prend le dessus, c'est vraiment la formation. Aujourd'hui, on peut se prévaloir de dire oui, nous voulons être souverains, nous voulons gérer nous-mêmes, nous voulons interagir d'égal avec nos alter-ego. Mais si aujourd'hui, en local, nous n'arrivons pas déjà à proposer dans le marché des experts qui tiennent la route, c'est sûr et certain que nous n'aurons pas forcément les moyens de nos ambitions. Donc, pour moi, c'est d'abord investir considérablement dans la formation et en second lieu, mettre en place ce cadre-là qui définira les standards qui nous permettront d'interagir ou de définir les modalités de collaboration avec les externes. Merci El Hadj Malick. En même temps, nous avons partagé la dernière émission d'ailleurs avec Cheikh Bakhoum là-dessus, où il parle effectivement de ce data center du Sénégal à Diamniadio, de questions cyber très rapidement. On va avancer avec vous parce que le temps file, bien entendu. Octobre, le mois de la cybersécurité, la stratégie du ministère de l'économie numérique est-elle bien adaptée face aux nouveaux enjeux? Après avoir posé la question, j'en profite pour saluer d'ailleurs la Madame Confiance numérique du ministère en principe, hein, qui est avec nous cet après-midi à Rakisei. Le mois cyber, octobre, mois cyber, la stratégie du ministère, selon vous, est-ce qu'elle est bien adaptée face aux nouveaux enjeux? Ma réponse c'est un grand oui. Un grand oui parce que déjà, c'est tout à fait légitime hein, que cette entité-là porte le sujet. Mais pour moi, et je pense que tu conviendras avec moi, la première règle en matière de protection contre les cybermenaces, c'est d'abord la sensibilisation. Et justement, le fait de dédier tout un mois à pouvoir s'assurer que voilà, les bons messages sont passés, les bonnes communications sont faites, etc. Je pense que c'est une excellente chose. Et surtout, je félicite Raki par rapport à cette initiative qu'elle a eu à coordonner, parce qu'on sent vraiment qu'il y a eu une forte implication d'acteurs pluridisciplinaires qui ont vraiment eu à apporter leur valeur ajoutée au développement un peu de ce mois-là. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de ne pas s'en arrêter là, qu'il y ait un suivi ou en tout cas un follow-up pour que, voilà, qu'on maintienne peut-être à cadence peut-être un peu plus réduite, mais en tout cas qu'on reste sur un même momentum pour pouvoir s'assurer que la sensibilisation, elle est faite, à l'endroit des populations, mais que la communication ou la sensibilisation soit faite aussi
en interne au niveau de l'État, au niveau des instances du gouvernement, parce que quand même, c'est eux qui gèrent une bonne partie des données du gouvernement, des données sensibles, et qui gèrent aussi les données que les citoyens ont à leur compte. Et côté citoyen, je pensais qu'on a acquis peut-être une certaine maturité parce que de plus en plus, on offre presque gratuitement nos données aux plateformes en ligne. Après, on se plaint. Est-ce que vous pensez que d'un point de vue population, on a acquis une certaine maturité qui nous permettrait de nous préserver? Je pense que non. Je pense que non. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle une initiative comme celle du ministère est vraiment la bienvenue. Parce que, vous savez, culturellement déjà, si on prend le Sénégalais culturellement, on est encore dans voilà, dans le masla, le graoul, etc. Je fais, c'est pas grave, voilà. Et on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui en payent les pots cassés. Que ce soit déjà les citoyens eux-mêmes, parce que tout simplement, voilà, il y a certaines informations qui se sont retrouvées dans la place publique, ou encore par rapport à des entreprises où on se rend compte qu'il y a eu une faille ou en tout cas l'exploitation voilà, d'une faiblesse cyber. Et voilà, le facteur qui a aujourd'hui permis de pouvoir voilà, augmenter le niveau d'exposition, ça passe justement par l'humain. Donc, pour moi, il faut surtout continuer à garder le rythme, arriver surtout à augmenter le niveau de sensibilisation, aussi bien dans le public, à travers les communications des États du gouvernement qui sont légitimes dessus, mais aussi en interne au sein des structures. Je pense que nous, on est largement revenu dessus dans le cadre d'une étude que nous avons eu à publier récemment. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Tout à fait. L'étude dont on va parler, bien évidemment, au cours de cet échange. Je pense que comme le temps avance, on peut d'ailleurs aborder cette thématique très rapidement. Pour nous dire d'abord l'intitulé et peut-être la performance d'une telle étude dont on aura un partage au fur et à mesure. Bien sûr. Merci beaucoup déjà de me donner l'occasion de revenir dessus parce que c'est un travail de longue haleine qui a été fait pour pouvoir vraiment évaluer le niveau de maturité des entreprises africaines sur le volet cybersécurité. Et bien sûr, quand je dis entité africaine, j'ai quand même eu la chance d'avoir une bonne implication des acteurs en local au niveau du Sénégal qui ont eu quand même à contribuer. Donc, c'est une évaluation et une contribution qu'on se voulait et qu'on se devait de faire pour pouvoir renseigner un peu sur les entités et tout ce qu'elles ont eu à mettre en place en matière de cybersécurité. Je pense que déjà, un élément qui est extrêmement important, c'est peut-être les différents points qui ont été abordés, mais aussi les secteurs, parce qu'on est revenu sur le volet organisationnel, on est revenu sur le volet, voilà, sur la sensibilisation, la formation, sur le volet stratégique, sur tout ce qui est detect and response au niveau des entités, et aussi sur le volet résilience. Donc, vous voyez que vous avez les trois catégories. Le facteur humain, le facteur organisationnel et aussi le facteur technique. Ouais. Oui, et maintenant plus amplement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude, certainement en termes de recommandations, parce que de plus en plus, quand on fait une étude, on fait un constat, on diagnostique des choses, après on fait des recommandations. Si tout va bien, ça se passe comme ça. Absolument, absolument. Non, c'est effectivement ce qui s'est passé parce qu'aujourd'hui, en termes de recommandations, on peut le stratifier en six grandes parties. D'abord, je vais insister sur le volet investissement parce qu'on se rend compte que dans beaucoup de structures aujourd'hui, quand on parle de cybersécurité, on pense systématiquement au matériel informatique, au firewall, à l'IPS, à l'AIDS, alors que ce n'est pas que ça. Effectivement, ce sont des éléments ou des composantes qui sont extrêmement importantes, mais qui sont extrêmement importants, excusez-moi, mais comme je l'ai dit tantôt, il faut vraiment qu'il y ait un bon investissement en termes de formation déjà des acteurs, des professionnels, mais aussi que dans l'organisation, qu'on sache mettre en place l'entité ou bien le dispositif qui s'y est pour pouvoir bien gérer l'information. D'ailleurs, un exemple que je prendrais, et ça m'a fait tilt justement quand j'ai appris l'évolution de l'ADIE vers une entité Sénégal numérique SA. Pour moi, c'est une excellente chose. Maintenant, ce qui serait quand même intéressant, c'est que l'État sénégalais se dote aussi de corps de contrôle qui pourraient, de manière totalement indépendante, s'assurer que voilà, cette future entité restera sur le bon track dans l'accomplissement de ses objectifs et que l'ensemble des mesures ont été convenablement mises en place pour pouvoir assurer un certain niveau de sécurité. Bien sûr, ça peut être porté par l'entité en elle-même, mais on veut quand même
qu'il y ait ce niveau de dualité ou en tout cas ce niveau d'alter ego pour pouvoir vraiment garantir une certaine indépendance. Et ça, contrairement à ce que pourraient penser beaucoup, ça ne permettra que de tirer vers le haut une entité telle que voilà, la future entité Sénégal numérique et ça. Et c'est la même chose dans les organisations où on se rend compte que voilà, on investit beaucoup sur une DSI, on met en place le matériel, on prend le responsable de la sécurité de l'information et on le rattache à la DSI elle-même. Donc ça nous amène au volet lié à l'organisation qui est fortement revenu lors de notre étude où on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément le bon positionnement qu'il faut du responsable de la sécurité de l'information ou encore du responsable du plan de continuité d'activité. Et ça, c'est dans le meilleur cas, parce que dans les pires des cas, on se rend compte que certaines structures n'en ont absolument pas. On a vécu l'avènement de la pandémie. On s'est rendu compte que beaucoup d'entités n'étaient pas forcément préparées et n'avaient pas forcément un bon niveau de résilience de leur SI. Et malheureusement, beaucoup de discontinuités de services ont été relevées. Donc, ça, c'est extrêmement important. Toujours en termes de recommandations sur le volet détection et réponse, on s'est rendu compte que les entités africaines gagneraient beaucoup à mettre en place des mesures aussi techniques qui vont dans le sens vraiment de faire de la détection, mais aussi de prévenir. Parce que beaucoup sont aujourd'hui dans la réaction et moins dans la détection. Donc, les statistiques le sortent. Ouais. Donc, l'anticipation, exactement, pour pouvoir vraiment parer à toute éventualité d'actes malveillants, provenant de l'interne comme de l'externe. Mais est-ce que les budgets y sont? Est-ce que les budgets y sont? Parce qu'on a souvent l'impression qu'on se trompe soi-même et très gentiment d'ailleurs. On se dit, on met quelques petits millions, alors qu'on sait que la cybersécurité est une chose sérieuse qui mobilise énormément de moyens. Est-ce que vous avez l'impression ou la conviction que dans les entreprises, on en prend conscience de plus en plus? Je pense que oui, on en prend de plus en plus conscience. Oui. Et je confirme le fait que dans beaucoup de structures, on en est encore à des niveaux assez faibles en termes d'enveloppe destinée à la cybersécurité. Parce que comme je l'ai dit, beaucoup pensent que c'est juste l'achat de matériel, etc. Alors que non. Il y a tout un système à mettre en place, tout un dispositif à mettre en place, toute une organisation à mettre en place et ça requiert vraiment des investissements. Malheureusement, on se rend compte que les plus grandes entités, ou en tout cas les entités qui investissent le plus dans le volet cyber, pour la plupart, ce sont des entités qui ont déjà eu à connaître les frais de ces défaillances-là. Donc, qui ont déjà eu à vivre une attaque ou en tout cas à vivre une indisponibilité de leur système et justement voir un peu qu'est-ce qu'ils ont eu à perdre parce que tout simplement, ils n'avaient pas fait l'investissement qu'il faut. Maintenant, pour d'autres, bien entendu, il y en a qui observent l'écosystème et qui veulent justement éviter que ce qui est arrivé à l'autre les arrive. Donc, ils sont quand même à un niveau de maturité beaucoup plus élevé. Ouais. Avec votre autorisation, Malik, j'aimerais bien qu'on accueille notre deuxième discutant que je refuserai systématiquement de vous présenter parce que vous le connaissez bien, j'imagine, mais qui ne connaît pas dans l'écosystème la personne à qui je m'apprête à donner la parole. Tidiane Seck, Mohamed Tidiane Seck, directeur associé au cabinet Performance Group. Tidiane, vous nous entendez? Tu nous entends? Oui, je vous entends. Attendez, je vais essayer de basculer. Voilà, Tidiane Seck, comme les journalistes n'aiment pas le vide d'antenne, je parle un peu pendant qu'il réagit un peu son matériel. Tidiane, c'est bon? Ça marche? Malik, peut-être lorsque vous étiez de passage à l'ADE, peut-être que c'était sous le magistère de Tidiane Seck. Façon de rappeler qu'il a été directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État. Et moi-même, ça me donne une idée pour mes émissions plus tard. Tidiane pourrait repasser, parce qu'il passe régulièrement. Il pourrait repasser un peu pour nous dire qu'est-ce qu'il pense de cette évolution, l'ADE qui va être dissoute au profit d'une nouvelle société Sénégal numérique SA. Même si aujourd'hui l'heure est plutôt à la cybersécurité, avec voilà, Malik que nous recevons depuis 43 minutes maintenant, avec qui nous échangeons autour des problématiques majeures en lien avec le monde cyber. Tidiane, c'est bon, là, le matériel est suffisamment réajusté pour parler? Alors, Tidiane
qu'on a perdu, du moins qui... Oui, vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Oui. Bienvenue, Tidiane Seck. Voilà, merci. D'abord, toutes mes excuses parce que je suis venu un peu en retard à la rencontre parce que j'avais une contrainte que je n'ai pas pu lever malheureusement. Oui. Mais c'était un plaisir d'être là et de participer à cette intervention de mon jeune, on va dire ami, on va dire c'est mes anciens étudiants. Mais j'ai toujours du mal à dire ça parce que c'est aujourd'hui des personnalités de premier ordre dans le domaine du numérique. Malik, je l'ai suivi depuis longtemps et donc c'est avec plaisir de pouvoir un peu lui porter un peu la réplique, donner quelques éléments et quelques idées ici ou là sur la question. Sur ce que j'ai entendu, où il a beaucoup insisté sur le fait qu'en termes organisationnels, il y avait toujours un problème de positionnement des RSSI ou des responsables de plan de continuité d'activité. Et il a également noté les dysfonctionnements que plusieurs entreprises ont connus pendant la Covid. Moi, je voudrais citer une très, très grande entreprise, mais je ne pourrais pas la nommer pour des raisons de confidentialité, justement, qui, pendant la Covid, a dû, alors, écoutez bien, hein, ils ont dû basculer quasiment toute l'intégralité de leur système, en double naturellement, sur une plateforme spéciale fournie par Google. Et ça, il faut le savoir, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que Google offre aussi des plateformes, je ne fais surtout pas de pub pour Google, hein, mais Amazon fait la même chose, Microsoft fait la même chose. Tous ces grands fournisseurs de services offrent la possibilité justement de régler très très rapidement un plan de continuité ou un plan de reprise ou un plan un plan de secours, j'allais dire, parce que justement, avec le Covid, les gens avaient besoin de pouvoir travailler avec tous les types d'équipements, avec un email qui soit accédé de partout sans VPN, etc., etc. Tant qu'on reste dans l'entreprise, le niveau de sécurité et les contraintes font qu'on utilise des outils extrêmement puissants avec des machines ici ou là, avec des VPN, avec des protections extrêmement solides. Et ces protections ne peuvent pas passer avec tous les devices disponibles. Alors que, justement, ces grands éditeurs peuvent offrir à la fois cette versatilité, allez, on va dire que c'est versatile. Hein? Voilà. Donc, un environnement très versatile, mais en même temps sécurisé. Voilà. Le français, quelquefois, est un peu compliqué avec ces mots bizarres. Mais donc voilà. Donc voilà, bon, et donc, évidemment, quand on va vers ces grands groupes, on est sur le cloud et on peut se poser beaucoup de questions quant à la souveraineté numérique. Je pense qu'il faut qu'on atterrisse sur ces questions, qu'on soit raisonnable et qu'on étudie les questions de sécurité et de manière extrêmement réaliste. Hein, quelquefois, on a besoin de solutions tout de suite. On ne pouvait pas attendre qu'une grande entreprise ne peut pas attendre 4, 5, 6 mois à mettre en place des dispositifs. Pendant ce temps-là, le mal est déjà fait. Donc, en période Covid, on a vu vraiment des entreprises qui se sont précipitées pour trouver des solutions de résilience. Mais c'est une bonne leçon pour ces entreprises et que désormais qu'ils prennent vraiment, qu'ils n'attendent plus la prochaine vague ou un prochain problème, qu'ils prennent le problème à bras le corps. Voilà. Merci, merci Tidiane. Malik, peut-être un mot avant qu'on passe à d'autres intervenants. Si, moi, je veux déjà remercier Tidiane pour son intervention et lui emboîter le pas par rapport à son exemple. Justement, je vis un peu cette situation
avec un client qui, voilà, souvent peut amener à faire un peu preuve de léthargie quand il s'agit de mettre en place certaines mesures de sécurité. Et c'est aussi un très bon ami à moi, donc je lui ai fait comprendre qu'il n'y a pas de problème. Écoute, prends ton temps. On en reparlera à la prochaine attaque que tu subiras. Là, je sens que tu m'écouteras un peu plus. Hein. Ça, C'est sûr, c'est sûr. contre le Sekien, hein? Exactement. Non, non, mais justement, tu me permettras de dire un Oui. mot par rapport à Tidiane, parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'ADIE reste ici l'une des entités qui m'a le plus marqué. Oui. D'abord parce que ça a été la première qui m'a accueilli, qui m'a fait confiance. Et j'avais à peine 20 ans quand je me suis retrouvé avec Tidiane et Aziz à l'époque, qui m'ont remis les mots de passe des serveurs du domaine gouv.sn. Wow. Wow. Donc, voilà, c'est quand même une forte marque de confiance. Hein? Les codes nucléaires. C'était quand même une forte marque de confiance et je reste très nostalgique de ces années ADI. Je pense que pour moi et pour tous ceux qui sont de ma génération, Tidiane reste vraiment une référence, déjà par son mindset très jeune, très voilà, travailleur, très rigoureux. Je pense qu'il a juste un seul défaut, c'est son nom de famille. Mais sinon, à part ça, nickel. Je suis mal placé, tu en conviendras, Malik, pour arbitrer un peu entre vous. Tidiane, merci et puis à très bientôt. Même si tu restes bien évidemment avec nous, tu peux toujours rebondir hein, comme le directeur général de l'ESTM. L'ESTM, voilà, là je ne me trompe pas. Mon tourneau Ousmane Diène. Mais je lui promets que je réglerai définitivement cette difficulté de prononciation. Alors Malik, avec ton autorisation, j'aimerais bien qu'on donne la parole à une dame, hein, parce que jusqu'ici, ce sont les messieurs qui parlent, alors que les dames sont quand même là. C'est pas très, très galant. J'aimerais qu'on donne la parole à la plus marocaine des Sénégalaises, hein, pour taquiner un peu, Alimatou Cissé, si elle nous entend du côté du Maroc. Oui, je vous entends très bien. Oui, Alimatou, bienvenue. On est ravis de vous avoir parce que les dames n'avaient pas encore pris la parole. Peut-être un mot sur la thématique du jour. D'abord, une petite présentation de vous. Voilà. Moi, c'est Alimatou Cissé, sénégalaise. Je suis actuellement au Maroc pour suivre une formation en cybersécurité de l'INSA de Lyon qui est en collaboration avec Estime, ici au Maroc. Oui. Bon, le thème, c'est un thème très intéressant. Hein? Et tout d'abord, j'aimerais vous remercier, Ousmane Gueye, pour l'invitation, parce que ça va me permettre... Je ne cherche qu'à mettre en rapport des acteurs importants pour faire un peu les discussions. C'est ça, vraiment, je vous en remercie, parce que ça me permet aussi de mieux apprendre et d'augmenter mes compétences dans ce domaine, puisque je suis débutante là-dessus. Oui. Voilà. Et moi, j'avais des questions à poser à M. Malik. Je ne sais pas si c'est le moment ou pas. Est-ce que je peux? C'est le moment. Allez-y, ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc, bon. La première question que... Alors, peut-être juste que moi, je répondrai aux questions faciles, hein, mais si jamais elles sont difficiles, je laisse à Tidiane de répondre. On m'a déjà dit que vous n'aimez pas les questions difficiles. Il faut en profiter. Vous avez de très brillants professeurs aujourd'hui avec nous, donc profitez-en, s'il vous plaît. Hein. Oui, j'en profite. Max, ça c'est sûr. Voilà. Bon, je pense que c'est deux questions. La première, c'est, bon, j'aimerais savoir un tout petit peu, comment on peut justifier qu'une entreprise a une maturité cyber? Ça, c'est la première question. La deuxième question, j'aimerais aussi comprendre, bien savoir, quels sont, selon vous, les soft skills d'un bon auditeur? Ce sont ces deux questions que j'avais à poser. Ok, très bien. Merci Alimatou. Alors Malik? Merci beaucoup Alimatou. Donc je vais à la première hein, qui... si j'ai bien compris, il s'agit de savoir à quel moment on peut dire qu'une entité est vraiment mature sur le volet cyber. Alors, il faut dire qu'il y a quand même pas mal de frameworks hein, qui existent à travers le monde en matière de cybersécurité et aussi de normes, notamment dans le cadre de la mise en place de ce qu'on appelle les SMSI, donc des systèmes de management de la sécurité de l'information. Maintenant, disons le seuil
peut varier d'une entité à une autre en fonction de son niveau d'appétence pour le risque ou encore en fonction de ses objectifs. Mais aujourd'hui, il est clair que nous avons quand même quelques indicateurs qui permettent aujourd'hui de pouvoir évaluer si oui ou non on est à un niveau correct, à un niveau acceptable ou tout simplement on n'y est pas du tout. L'un des indicateurs souvent relevés, c'est quand même les incidents, donc la déclaration des incidents, parce que beaucoup pensent que quand il y en a beaucoup de déclarés, c'est pas une mauvaise chose, alors que c'est tout à fait le contraire. Aujourd'hui, le fait d'avoir des collaborateurs qui déclarent des incidents ou encore des plateformes qui relèvent des incidents, même si c'est des faux positifs, ça permet aujourd'hui déjà de pouvoir être confortable sur le fait que nous avons une population qui est quand même consciente des risques et qui ne manque pas justement de les dévoiler si jamais il y a ne serait-ce qu'une petite suspicion d'actes malveillants. Même chose aujourd'hui pour les équipements de sécurité tels que les SOC ou encore les SIEM qui sont mis en place pour pouvoir identifier les éventuelles attaques venant de l'extérieur. Un autre élément qui permet d'évaluer le niveau de maturité, mais là je dirais que c'est le dernier parce que je crois, bon, c'est vrai, les certifications sont très importantes, mais il ne faut pas trop s'apesantir dessus et juger de la qualité d'un système uniquement sur cette base. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui se font accompagner et qui se font certifier pour pouvoir mettre en place des dispositifs conformes à la norme ISO 27001. Donc, dès lors quand même qu'une entité va vers ça et se fait accompagner ou en tout cas le met en place et se fait certifier, je pense que ça en dit long sur le niveau de maturité que cette structure-là possède. Maintenant, toujours, il y a un scope, il y a un périmètre, et il faut toujours prendre connaissance de ce périmètre-là. Parce qu'aujourd'hui, une entité peut vous dire, oui, je suis certifié ISO 27001, mais il ne s'agit pas de penser que ça a été fait systématiquement sur la totalité de l'organisation. Et d'ailleurs, on le déconseille. L'idée, c'est de commencer suffisamment petit, suffisamment pertinent par rapport à l'activité, et ensuite faire évoluer ce dispositif au fur et à mesure dans le cadre de ce qu'on appelle des mesures, ou en tout cas une stratégie d'amélioration continue. Peut-être je vais enchaîner. Alors, désolé, Biradje qui parle. Biradje qui parle. Biradje. Voilà, Biradje qui parle. Voilà, il a refermé son micro parce qu'il va avoir la parole tout à l'heure. J'ai l'impression que Tidjane veut rebondir. Tidjane Seck? Alors, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Si tu te permets, Malik. Hein, bien sûr, Tidjane. Voilà, c'est par rapport à cette question. Je pense que c'est une question relativement compliquée, l'évaluation du niveau de maturité. Hein. Moi, je voudrais donner juste quelques petites indications. Vous savez, la cybersécurité, quand on la met en œuvre, moi, je considère qu'il y a... de l'ordinateur. Oui, ça va là? Voilà, là, oui, c'est bon, on te reçoit. Ouais. Voilà, c'est bon. Voilà, je considère qu'il y a quatre étapes. L'étape de prévention. Quand on est à cette étape de prévention, ça veut dire qu'on commence à appliquer des premières mesures pour faire attention. C'est l'installation d'antivirus, l'installation d'équipements, de premiers équipements, etc., hein, de firewall. Après, vous avez le niveau de protection. Là, à ce moment-là, on est suffisamment conscient pour mettre en place toute une série de dispositifs. En général, on ne les fait pas tout seul, on fait appel à une entreprise spécialisée dans le domaine. D'accord? Et après la protection, on a le niveau de détection. Cette fois-ci, on va un peu plus loin. On va aller regarder ce qui se passe pour détecter les signaux faibles d'attaque, voire les signaux d'attaque. Et en général, quand on arrive à la détection, on peut considérer qu'on a vraiment atteint un bon niveau, un niveau de, on va dire, de maturité. Et alors, il y a un dernier niveau que j'appelle la riposte. Là, c'est un peu plus, c'est un peu plus guerrier. C'est non seulement on se protège, mais maintenant on se venge. Là, en général, c'est au niveau des États que ça se fait, au niveau des services secrets.
ça dépasse en général, les entreprises ne se vengent pas. Les entreprises font de la cybersécurité pour se protéger, pour se défendre, mais pas pour attaquer, pour contre-attaquer. Et donc, maintenant, le nec plus ultra, comme on dit, vraiment le summum des summums, c'est lorsqu'une entreprise, au-delà de se protéger, de prévenir et de détecter, se met à coopérer avec l'écosystème des CERT, des Computer Emergency Response Team. C'est à ce moment-là, elle est vraiment dans une position de proactivité et même de participation à l'évolution de la technologie de protection et de cybersécurité. Voilà. En gros, donc, ce que vous pouvez ajouter. Merci beaucoup, Tidiane. Je vais juste me permettre de rajouter un exemple pour illustrer ce que Tidiane vient de dire. Et ça, c'est un exemple pour illustrer surtout le premier point. Parce qu'on a déjà eu ce cas au niveau d'une organisation, je l'ai déjà rencontré au niveau d'une structure qui, justement, a voulu très tôt, alors qu'elle venait de démarrer, atteindre un niveau de maturité assez élevé. Et tout à l'heure, j'ai dit tantôt que le problème d'organisation, il pouvait être délicat. Des fois, le fait d'avoir le RSSI dans la DSI, je maintiens ce point. Maintenant, dans les premiers balbutiements du dispositif, c'est quand même bien d'avoir un bon IT Security Officer dans l'équipe de la DSI qui va justement permettre de mettre en place les premiers balbutiements, notamment l'antivirus, le firewall, etc., etc. Donc, c'est un cas que nous avons vécu au niveau d'un client qui justement a refusé de se précipiter dans le process. Merci beaucoup, Tidiane, pour cette contribution. Merci Malik, merci Tidiane. Alors, Alimatou, on rebondit ou bien on est satisfait? Il y avait peut-être la deuxième question, je pense, par rapport aux qualités de l'auditeur. Alimatou, pardon. Oui, il y a une deuxième question. Exact. Mais pour la première question, je vous en remercie. La réponse était claire. Alors, sur la deuxième question, je vais répondre très rapidement dessus. C'est aujourd'hui, un auditeur, déjà, c'est quand même important qu'il ait un minimum de connaissances du sujet qu'il est en train d'auditer. Aujourd'hui, je ne peux pas aller auditer, je ne sais pas moi, une activité financière alors que je n'y connais absolument rien. On ne vous demande pas d'être expert, mais on demande quand même d'avoir un minimum de connaissances qui permet de pouvoir, voilà, sur la base des éléments que vous allez glaner, travailler et tout. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, en termes de qualité d'un auditeur, je pense qu'un auditeur doit être quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, à même de pouvoir entretenir des entretiens avec ses différents interlocuteurs, savoir quand poser des questions ouvertes, quand poser des questions fermées, comment arriver à mettre son interlocuteur en confiance, comment arriver justement à départir la plupart des audités de cette pensée que nous avons eue pendant longtemps, comme quoi l'auditeur, il est venu pour uniquement chercher des noises. Donc là, on est vraiment passé à un autre niveau où certaines entités ou même beaucoup d'entités demandent même à ce que des auditeurs viennent pour pouvoir justement les aider à améliorer leur niveau de maturité. Donc pour moi, l'auditeur doit aussi avoir un peu cette casquette conseil pour pouvoir tenir la main l'audité et l'accompagner à franchir des pas progressivement et non pas, dans certains cas, lui faire des recommandations tirées d'une autre planète, pensant que l'idée, ce sera de pouvoir l'amener à évoluer rapidement. Donc, pour moi, c'est ça, savoir communiquer, savoir interagir, avoir un minimum d'expertise technique. Ah tiens, je l'oubliais, avoir quand même un très bon niveau en termes de style rédactionnel, parce que quand même, in fine, le livrable, c'est un rapport. Et il faudrait que ce rapport-là puisse être agréable à lire et agréable aussi à exploiter. Parce que ce n'est pas une juxtaposition de chiffres, il faut des lettres pour donner les chiffres. Et il faut un français correct. Hein. Oui. Quand même ça, c'est là où justement que le volet littéraire est extrêmement important. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci Alimatou, merci Malik, merci Tidiane. Alors là, on va donner la parole évidemment toujours aux acteurs cyber, à Ibrahim Diop. Est-ce qu'Ibrahim nous entend en ligne de Dubaï, si mes infos sont bonnes, où il est presque 19h02? Oui, bonsoir, je vous entends très bien. Donc, il est 20h, il est 20h chez nous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Une petite présentation de vous, s'il vous plaît, pour démarrer. D'accord. Merci beaucoup déjà donc, pour cette invitation et
Merci aussi à Malik pour voilà, cet entretien qu'on est en train de passer avec vous. Moi, je m'appelle Ibrahim Diop. Donc, j'ai été formé à l'UQAD de Dakar et puis après quelques années passées en Europe, je travaille maintenant en fait ici aux Émirats Arabes Unis. Je suis basé à Dubaï où je travaille dans la cybersécurité, puis spécialisé dans la réponse à incidents et puis dans l'investigation numérique. Donc, du coup, moi, j'aurais peut-être voilà, deux questions peut-être à Malik. Oui. Donc, la première, c'est quelle analyse, en fait, vous faites sur le niveau de collaboration et de partage sur le renseignement de la menace en Afrique? Donc, je pense que Tidiane Seck parlait tout à l'heure des CERT, etc. Donc, que ce soit les CERT ou bien les équipes de sécurité ou bien vous, comme entreprise œuvrant dans la sécurité. Et ma deuxième question, je la pose directement. Oui, ou si tu veux, je peux déjà répondre à cette question. Allez-y. Merci beaucoup, Ibrahim, déjà pour ce point. En fait, ça me fait sourire parce que déjà, il y a un point majeur qui ressort, c'est que culturellement, contrairement à d'autres régions, la plupart des organisations que nous avons, particulièrement au Sénégal, quand elles subissent des attaques, elles préfèrent les garder pour elles. Elles préfèrent les garder pour elles, donc elles ne le communiquent pas soit à travers des autorités à même de pouvoir les aider ou même à des pairs qui pourraient éventuellement se préparer à pouvoir voilà, se prémunir si jamais ils utilisent le même système, le même dispositif, etc. On l'a connu il y a quelques années à travers un réseau de banques où l'une d'elles a connu une attaque à travers une faille décelée au niveau de son logiciel bancaire. Et finalement, toutes les banques de la sous-région qui utilisaient ce même logiciel-là ont connu les mêmes attaques. Et comme vous le dites, hein, ça aurait pu être vraiment voilà, géré en amont si jamais il y avait ce dispositif de partage. Ça, c'est le premier point, le volet culturel et justement ce désir de vouloir garder secret ces attaques pour éviter d'impacter le business. Maintenant, l'autre point que je trouve assez dommage, et c'est là où je pense qu'il y a quand même marge de progression en termes de collaboration, c'est que depuis la Convention de Malabo, beaucoup d'États traînent encore les pieds quand il s'agit de mettre en place toutes les exigences qui ont été convenues, notamment la mise en place de CERT. Au niveau de la sous-région, on voit qu'il y en a quelques-uns qui l'ont mis en place. En Côte d'Ivoire, on a le CICERT. D'autres entités au Togo, au Bénin aussi essayent de le mettre en place. Donc, je pense qu'il est important que déjà le premier pas soit franchi en mettant en place ces organisations-là et ensuite en s'assurant qu'entre elles, qu'elles puissent avoir des accords bilatéraux pour pouvoir échanger entre eux. Et c'est là où justement, et ça je trouve dommage, c'est que même par rapport aux incidents que l'on détecte et aux menaces qui sont aujourd'hui décelées, on les a en majorité parce que tout simplement, on a pu les obtenir à travers un réseau de SOC ou à travers un réseau de CERT, et non pas parce qu'il y a eu ce cadre d'échanges bilatéraux entre les différents acteurs. Et c'est un bon point que tu mentionnes. Hein. Et moi, personnellement, j'inviterais beaucoup certaines structures, notamment celles du secteur financier et bien sûr les autres, hein, qui ne sont pas moins importantes, à pouvoir justement développer, mettre en place ce cadre où ils pourraient échanger en toute confiance et aussi en toute transparence. Merci, Ibrahima. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup en tout cas pour ces éclaircies. Je vais passer à la seconde question. Donc, M. Seck parlait tout à l'heure en fait des plateformes cloud, etc. On sait très bien qu'aujourd'hui, ces grands providers, hein, ces leaders, hein, je parle d'Azure, Google et puis AWS, en fait, n'ont pas de data center en fait, dans nos pays. D'accord? Donc, quel risque vous voyez en fait quand il s'agit d'héberger en fait des données souveraines dans ces clouds-là, ou bien pensez-vous que l'Afrique devrait plutôt investir davantage dans le cloud, bon, comme le Sénégal a démarré cela? Tidiane, je te laisse la question. Oui, avec plaisir. Alors, bon, moi, je vais y aller vraiment sans langue de bois. En réalité, que ce soit moi, je crois tous nos collègues hein, de l'écosystème du Sénégal, ça fait des années et des années que nous plaidons pour la souveraineté des données. Bon. Mais une fois qu'on a dit cela,
après, très concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Ce qui se passe sur le terrain, c'est que c'est deux choses. C'est d'abord la vraie réalité, c'est que les internautes africains, sénégalais ou dans tous les autres pays du monde, c'est pareil, les internautes font confiance aux outils les plus performants. Point à la ligne finale. Les outils qui leur rendent des services. Si les gens sont sur WhatsApp, sont sur YouTube, sont sur ces trucs-là, c'est parce que ça leur rend des services dont ils ont besoin et souvent gratuitement. Ouais. Et donc, ils n'ont aucune retenue à fournir des informations, à signer les chartes, à cliquer pour dire je suis d'accord, etc. Voilà. Et très objectivement, je n'ai pas encore vu quelqu'un en mourir ou quelqu'un, parce qu'il a eu un email à l'international ou utilise WhatsApp, je n'ai pas encore vu quelqu'un voilà, en subir des conséquences très, très graves. Sauf évidemment, l'utilisation malencontreuse des réseaux sociaux qui peut amener à ceci ou cela. Mais d'un point de vue purement sécuritaire, nous savons parfaitement qu'il y a du business derrière, que nous sommes tous les utilisateurs de ces outils, nous sommes les produits de ces outils et non des usagers, nous sommes de vrais produits. Bon, alors, à côté de cela, qu'est-ce qui est fait concrètement dans nos pays? Aujourd'hui, au Sénégal, sans citer qui que ce soit, tout confondu, lorsque vous voulez, en tant que développeur, avoir un hébergement pour faire votre développement, tout simplement, il vous faudra plus d'une semaine à un mois avant de l'avoir et à des coûts absolument impossibles. Voilà. Hein? Ensuite, la confiance, parce que justement tout ça manque, la confiance entre les différents acteurs, qu'ils soient privés ou étatiques, cette confiance fait défaut. Et donc, on a véritablement du mal à développer, disons, quelque chose de concret qui vient soutenir le discours que nous avons depuis des années et des années sur la souveraineté numérique. On en parle, mais on ne le fait pas encore et on ne se donne pas suffisamment de moyens pour le faire. Et pour terminer là-dessus, moi je pense que d'abord, aujourd'hui au Sénégal, le secteur privé est en train de faire beaucoup de choses. Hein? Moi, j'ai entendu parler, par exemple, du CCDOC qui est en train d'offrir des solutions, même aux banques, hein, des solutions de, comment dirais-je, c'est une sorte de SOC hein, qui est là, qui offre des solutions. Les opérateurs comme Sonatel, notamment, on peut le citer, offrent une offre cloud qui commence à fonctionner, avec des difficultés certes, mais qui commence. Mais c'est tout. Hein. Mais je vous donne juste un dernier exemple. Oui. Lorsqu'on a fait le travail avec Dan Covid-19 sur lorsque les acteurs de l'écosystème se sont regroupés pour essayer d'aider le ministère de la Santé à digitaliser un peu ses process pour Covid, on s'est rendu compte que quand on a voulu développer des applications basées sur du tracking avec les téléphones portables, eh bien, il n'existait aucun environnement au Sénégal qui pouvait supporter une telle application. On a été obligé, avec l'autorisation de la CDP, hein, on a expliqué ce qu'on voulait faire, et l'autorisation, la CDP nous a donné l'autorisation de gérer ces données personnelles, mais chez AWS, et c'est ce que nous avons fait, parce que nous n'avions pas la possibilité d'héberger ça au Sénégal. Donc, c'est très bien la souveraineté numérique, mais on n'a pas encore, encore donné les moyens. Oui. Voilà. Merci Tidiane. Malik, peut-être rebondir un peu avant qu'on donne la parole à d'autres intervenants. Moi, juste peut-être synthétiser en 4 points hein, l'intervention de Tidiane, hein, qui correspond vraiment au fait qu'il faille vraiment œuvrer au-delà du vœu pieux, œuvrer à avoir tout le dispositif et l'infrastructure pour pouvoir répondre aux besoins. Ça, c'est un. Deuxièmement, une fois que ce besoin est mis en place, qu'il puisse être d'une excellente qualité de service pour pouvoir justement capter ces utilisateurs.
Troisièmement, poursuivre la dynamique. Il a donné l'exemple de CCDOC que je connais très bien et qui, je le confirme, est en train de faire d'excellentes choses au niveau de l'écosystème. Et ceci pour pouvoir ensuite s'attirer la confiance des utilisateurs finaux. Merci Ibrahima. Peut-être un dernier mot avant de passer à un autre discutant. En tout cas, moi, je vous remercie à Malik et puis M. Seck pour ces réponses. C'était très clair et puis merci encore. Merci à toi, Tidjane. Merci beaucoup, Ibrahima. Ibrahima. Là, on donne la parole à Biran Dieye, qui nous entend. Biran? Oui. Bienvenue. Oui. Bonsoir. Vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Oui, très bien. Allez-y. OK. Oui. Merci. Je remercie déjà El Hadji Malick Gueye et l'ensemble des participants. Merci. Bon, moi, mon problème, c'est deux choses. En fait, El Hadji Malick Gueye a parlé de ça. C'est la formation et la sensibilisation. En fait, ces deux choses-là, si on parvient à les régler, on arrivera à régler l'ensemble de nos problèmes au niveau de la cybersécurité et autres problèmes allant dans ce sens. Vous savez, au niveau de l'Afrique, il faut qu'on harmonise, par exemple, la lutte, harmoniser le côté, le volet comme El Hadji Malick l'a souligné tout à l'heure. Oui. Quand on parle de cybersécurité, on ne parle souvent que l'aspect technique, alors qu'il y a d'autres volets. Il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect données et autres. Il faut qu'on harmonise avec les pays qui sont au niveau de la sous-région pour régler le problème d'une manière définitive. Je vais revenir encore sur la formation parce que tant qu'on n'arrivera pas à mettre des personnes ressources qui seront capables de pouvoir régler le problème des citoyens sénégalais et africains, mais aussi aller dans le sens aussi de la sensibilisation. Actuellement, notre vrai problème, c'est la sensibilisation. Moi qui vous parle, j'ai eu à créer une page Facebook qui s'appelle Cybercriminalité au Sénégal. On est là-bas en train de faire de la sensibilisation. Mais vraiment, la sensibilisation reste beaucoup. Et on devrait même donner plus de moyens au ministère ou au niveau où la CDP de pouvoir aller dans les écoles, des écoles primaires, si, collèges, de même que universités, dans les marchés, pour mieux parler aux gens de la sensibilisation. Parce qu'il reste beaucoup de choses. Actuellement, au Sénégal, si vous allez au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police, maintenant, les plaintes allant dans le sens de la cybercriminalité sont significatives par rapport aux anciens plaintes et convocations entre civils. Maintenant, le vrai problème, c'est que les gens n'ont pas reçu la bonne information avec l'utilisation des réseaux sociaux, WhatsApp et autres. Donc, c'est ça, moi, je voudrais vraiment que M. El Hadji Malick Gueye puisse appesantir et aussi donner son avis par rapport à quelles sont, par exemple, les choses ou bien les aspects techniques qu'on pourra mettre en place pour accentuer à ce que, ou bien pousser l'État à mettre un financement consistant pour la formation et pour la sensibilisation, pour qu'on puisse avoir au moins une cyberespace sécurisé. Merci. Merci beaucoup, Biran. Malik? Merci.
Très rapidement, je pense que le facteur humain revient encore une fois et on se rend compte que dans la majorité des cas, il peut constituer le maillon faible du dispositif de cybersécurité. Et c'est là où je suis totalement d'accord avec Biran et l'intérêt vraiment qu'on a tous d'investir sur la formation des usagers, mais aussi des techniciens. Maintenant, pour revenir un peu sur les voies et moyens qui pourraient être adoptés par le gouvernement, je pense que déjà, cette initiative à travers celle initiée par le ministère et aussi coordonnée par Aki, je pense que c'est déjà une très belle... Octobre, exactement, octobre de la cybersécurité, c'est... Cyber 221, voilà, Cyber 221. Exactement. Donc, on a beaucoup d'initiatives pareilles. Maintenant, l'idée, c'est de continuer à rester dans cette logique-là, mais surtout arriver à démystifier cela. Beaucoup pensent que c'est technique, on l'a déjà dit, mais aujourd'hui, je peux sécuriser l'information qui me concerne ou l'information de la structure pour laquelle je travaille à travers des gestes simples. Et si ces gestes-là ne sont pas faits, ils peuvent avoir des conséquences lourdes. Donc, pour moi, c'est surtout ça. Sensibiliser, ne pas manquer de le refaire, répéter s'il le faut, parce que la répétition est effectivement pédagogique. Merci Malik. Chrysostome Koumbi Samba du côté de Paris, qui va se présenter brièvement avant d'entrer un peu dans le vif du sujet. Chrysostome. Oui, attends, est-ce que j'ai le micro? Bonjour Ousmane. Vous m'entendez? Bonjour. Parfaitement. Merci de parler un peu plus fort, Chrysostome. L'Afrique t'écoute, l'Afrique t'entend. C'est important que le message passe. Ben oui, écoute, tu me prends un peu pas au dépourvu, mais enfin, j'ai pas eu le temps donc, de mettre mon micro, donc je parle avec le micro intégré de l'ordinateur. Bon, oui. Ah, Chrysostome. En tout cas, je ne peux que me réjouir en fait à entendre les propos tels qu'ils sont énumérés. C'est une bonne chose. Donc, si je dois me présenter, donc je suis Chrysostome Kumbisamba, donc président d'Africa Cybersécurité et puis récemment aussi donc secrétaire général de la Fédération africaine de cybersécurité. Oui, et président aussi du comité scientifique Forum Brazza Cybersécurité. Voilà. Voilà, donc, complet. Voilà, pour que cela soit complet, je reste très modeste par rapport à ça. Mais en tout cas, disons que je suis très heureux et puis d'entendre les propos de mon cher Malik. Mais merci. Un petit bémol dans tout cela, je pense qu'un petit bémol, lorsqu'on a parlé de cybersécurité tel que c'est dit, c'est très bien, mais la cybersécurité, c'est au niveau des États et au niveau aussi des entreprises. Et lorsqu'on parle au niveau des États, en fait, on parle on est dans le contexte, en fait, là, de risque pays. Et je pense que de mon point de vue, c'est cela qui doit conditionner, en fait, la cybersécurité au niveau, donc, des entreprises. Le chemin, il est lent. Je pense que le chemin, il est lent, mais comme on voit très bien que les esprits se délectent, hein, et puis voilà, on commence à en parler, c'est déjà une bonne chose. Et Malik l'a bien dit. Jusqu'à présent, on a pris des décisions, c'est très bien. Mais dans l'intérêt de l'Afrique, je pense qu'il faut accélérer cela. Il faut accélérer cela. Et tout à fait, de toute façon, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, l'Afrique ne manque pas de talent. Les talents, ils existent. Mais seulement les talents à elles seules, elles ne peuvent rien. En fait, il faut le leadership politique. Donc, il faut insister sur le leadership politique. Et pourtant, aussi, le leader politique y est. Puisque au niveau de chaque État, on a bien défini des plans nationaux de développement. Et quand on le voit bien, la vision du chef de l'État, la vision des chefs d'État est conscrite dans le plan national de développement. Or, de mon point de vue, qu'est-ce que j'ai constaté? Quand je prends par exemple le Sénégal, les gens ils sont plus enclins à lire le Coran, à le comprendre, à l'étudier, à le vulgariser, qu'à vulgariser le plan national de développement. Alors qu'en fait, tout passe par là. Voilà. Donc, c'est un combat, mais je suis très content donc, que cela se passe maintenant. Et je reste très optimiste pour la suite. Bon, voilà pour les mots, mon cher Ousmane. Et puis, écoute, bien des choses à mon cher Malik. Merci beaucoup. Chrysostome. On t'attend à Dakar, Malik?
Non, je remercie Chrysostome, mais aussi le remercier surtout au-delà de ses propos pour son implication et sa contribution à travers l'écosystème cyber, à travers le continent. Merci beaucoup. Merci. Mohamed Bokoum, peut-être pour conclure un peu la liste des discutants, mais bien entendu, le reste du public peut toujours lever la main. Mohamed, oui. J'ai envie de dire, beaucoup d'échanges entre nous virtuellement, on ne s'est jamais rencontrés, mais ce qui est important, c'est qu'on s'entend, on se parle et puis on essaie de croiser un peu les regards et puis de s'enrichir mutuellement sur le contenu en lien avec les aspects cyber. Bienvenue à vous. Oui, Ousmane, merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie pour l'organisation de vos AppTech-là qui nous permettent, entre acteurs du monde du numérique, vraiment d'échanger sur des thèmes très intéressants. Si j'en profite pour remercier le président Malik qui a fait vraiment une excellente présentation et que nous juristes, on est fondamentalement dans ces professionnels qui maîtrisent l'aspect technique du monde du numérique. Parce que quand on parle quand on est Mohamed, dans le monde du numérique, Mohamed, oui, je ne sais pas si le système a été hacké ou pas, mais on vous entend très très mal. Ah bon? Mais allô? Et les autres, Ibrahima, là, ils vont régler le problème. Hein. Maintenant, c'est bon? Là, très bien. Là, c'est bon. Oui. D'accord, je disais que nous, juristes spécialisés en droit du numérique, on est vraiment contents, on est ravis d'entendre ces professionnels du monde du numérique qui maîtrisent l'aspect technique, parce qu'en tant que cyberjuriste, on est pas des juristes comme des juristes classiques, on est des juristes qui doivent être des juristes augmentés, c'est-à-dire des juristes qui maîtrisent un peu, même si c'est de manière théorique, l'aspect technique du numérique. De fait, durant son intervention, M. Malik a parlé de l'importance de miser sur la formation dans le domaine du numérique. Et il a bien précisé qu'il ne faudrait pas, quand on parle de cybersécurité, qu'on se focalise surtout et uniquement sur l'aspect technique. Oui. Effectivement, parce qu'il y a les juristes qui ont leur part à jouer. De fait, en parlant de formation, je pense qu'au Sénégal, on commence peu à peu à s'investir dans la formation, dans le volet juridique. Parce que moi qui vous parle, j'ai été formé ici au Sénégal au niveau de l'Université de Bambey parce que là-bas, dès la licence, les étudiants ont la possibilité de se spécialiser en cyberdroit, en droit du numérique. Et en master, vous avez aussi la possibilité d'approfondir cette matière-là. Et que c'est très intéressant. Maintenant, je vais en profiter pour peut-être lui poser une question par rapport à la mise en place du data center de Diamniadio. Parce que nous, quand on parle, en tant que juriste, quand on parle de data center, nous, en tant que juriste, ce qui nous intéresse surtout, c'est la protection des données personnelles. Et quand on parle de protection des données personnelles, on parle forcément de sécurité. Lui, que pense-t-il s'il y a des infos? Bon, étant donné que peut-être lui qui a eu à passer à l'ADE, il a plus d'informations sur nous concernant cela. Selon ces informations, ou bien selon son analyse, pense-t-il que le data center mis en place à Diamniadio dispose de mesures techniques nécessaires pour pouvoir assurer la sécurité des données? Étant donné aussi que dans le cadre de partenariat, on voit que Huawei participe vraiment à la mise en place de ce data center. Et si on remonte un peu, on sait que Huawei aussi était partenaire de l'UA pour la mise en place des infrastructures technologiques, mais on s'est rendu compte après que Huawei avait mis en place un système permettant d'espionner l'UA et tout ça. Oui, et Mohamed, c'est important, on rappelle aussi qu'il y avait eu après un démenti de l'Union africaine. Hein? Ouais, d'accord. On va pour qu'on s'assure un peu toutes les conditions autour de cette. D'accord. Maintenant, donc, que pense-t-il dans tout ça, en tant que spécialiste en cybersécurité dans ces aspects, que pense-t-il de la sécurité, des mesures prises par l'ADE, par l'État de manière générale pour garantir la sécurité des données? Aussi pour appuyer parce qu'on est presque à la fin de l'heure, s'il vous plaît. Donc, juste pour parler aussi de la sensibilisation dont on parle du monde, je me dis que moi, quand on parle de cybersécurité, ce n'est pas seulement l'attaque des systèmes informatiques, même les personnes en tant que telles peuvent suivre des actes cybercriminels. De fait, au niveau de la sensibilisation, peut-être on ne devrait pas se limiter à la sensibilisation en organisant des webinaires, tout ça, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas un certain niveau d'études et qui peut-être n'ont pas accès à ces webinaires, tout ça, mais qui ont besoin d'être formés, d'être sensibilisés pour avoir un comportement responsable au niveau dans l'utilisation des réseaux sociaux et des TIC de manière générale.
Merci beaucoup. Merci Mohamed. Alors Malik, Mohamed certainement nous a pris en cours parce qu'on a abordé effectivement les garanties sécuritaires en quelque sorte autour de ce centre de données à Diamniadio. Vous avez aussi parlé des aspects de sensibilisation. Donc en une minute pour y revenir, de façon de lui rafraîchir un peu la mémoire. Alors, peut-être pour répondre à sa question, c'est vrai que malheureusement, je n'ai pas les éléments et j'avoue que même si je les avais, j'aurais un peu de mal à les évoquer en public. Mais ce qui est aujourd'hui important, c'est que j'ose croire, parce que c'est quand même à des professionnels que nous avons confié la gestion de ce data center et je n'ai aucun doute que les dispositions sont aujourd'hui prises pour pouvoir mettre en place un dispositif des plus résilients. Après, derrière, il y a toujours ce travail, être assez open mind, s'ouvrir à l'extérieur, capitaliser de ce qu'ils font, etc. Mais le faire avec les réserves qu'il faut pour pouvoir garantir le niveau de sécurité qu'il faut. Donc, c'est peut-être ce que je peux dire par rapport à ce point. Et je salue aussi le point lié à la formation, notamment d'une frange de la population qui n'a peut-être pas accès à certains canaux pour pouvoir bénéficier de formation. Mais quand même, je vois qu'il y a certains spots qui passent où on sent que le niveau de langage est d'un certain, en tout cas le langage d'un certain niveau et d'une certaine simplicité pour permettre même aux enfants de bien comprendre que c'est pas toujours qu'il faut chercher à connaître le code du téléphone de papa ou de maman ou du frère ou de la sœur. Merci Malik. J'en profite pour partager avec tout le monde le panel qu'on avait déjà consacré à la souveraineté numérique au lendemain de l'inauguration du data center du centre de données du Sénégal à Diamniadio, comme on l'a appelé officiellement. Et puis on a eu tout un ensemble d'acteurs que vous allez sûrement reconnaître en suivant un peu ce panel. J'ai partagé le lien dans le forum. Je vois que Tidiane Seck lève la main, certainement en dernier, Tidiane. Oui, en fait, c'est pour mettre tout le monde à l'aise sur cette question qui est en réalité extrêmement importante et on ne se lassera jamais de se poser ce type de questions. Alors, ce que je veux dire, c'est que d'abord, il faut toujours avoir un discours équilibré sur ces questions. Il n'y a aucun pays qui est ami des autres pays. Les pays ont des intérêts. Que ce soit la Chine, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Maroc et autres. Ces pays ont des intérêts. Et à chaque fois qu'ils voudront utiliser des moyens d'influence, ils vont venir pénétrer nos systèmes. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le danger vient de partout. Il ne vient pas de Chine ou de France ou des États-Unis, il vient de partout. Donc, y compris de l'intérieur. Y compris même de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, là où on doit vraiment porter le combat, en réalité, c'est lié aussi à la formation et à la montée en compétences des Africains. Le problème, c'est que tous les systèmes embarqués qui ont été fabriqués ailleurs, il faudrait que nous ayons la compétence de pouvoir analyser ces systèmes embarqués pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que tous les pays ont découvert, au gré d'un achat de tel ou tel équipement venant de n'importe quel autre pays, qu'à l'intérieur, il y avait des programmes cachés qui renvoyaient de l'information soit aux constructeurs, etc., etc., etc. C'est un problème mondial qui n'est pas lié seulement à l'informatique. Dans l'automobile, c'est pareil. Vous avez vu le problème qui s'est passé en Allemagne avec, je crois, Volkswagen, etc. C'est partout. Donc, la vraie solution, c'est qu'on doit être compétent, on doit être capable d'analyser les systèmes qu'on nous donne. On doit, partout où c'est possible, utiliser des logiciels libres, ou en tout cas les logiciels pour lesquels nous avons les codes sources pour pouvoir les analyser. C'est ce type de compétences que nous devons développer et c'est la seule façon de garantir notre souveraineté et notre protection à ce niveau. Merci Tidiane.
Merci Malik. Peut-être un petit mot avant de nous quitter. Et avant peut-être que ce mot-là arrive, moi j'avais une seule question à vous poser après toutes ces questions posées par nos très chers intervenants. Avec tous ces pays visités, j'ai envie de dire presque au quotidien, c'est quoi vos jours de repos? Des jours ou des secondes de repos? Est-ce que vous en avez? Ouais, j'essaie surtout de m'organiser, mais oui, la réponse est oui. Hein. Disons que c'est une question difficile que tu me poses. Hein. C'est là, je ne l'attendais pas du tout. Ah, bon, mais oui, je te confirme que oui, je me repose et j'essaie surtout de m'organiser. D'ailleurs, je pense que ça fait bien que Tidiane soit là. Vous arrivez à dormir? Oui, ça m'arrive. Hein? Qu'est-ce que tu crois? mais surtout, je pense que l'élément le plus important, c'est que surtout avec certaines charges de travail, c'est toujours important de trouver ce sur quoi on arrive à avoir son équilibre. Et moi, cet équilibre-là, je peux le retrouver voilà, dans des activités, notamment l'enseignement, dans le sport. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Tidiane Seck que je rencontrais souvent les dimanches matins lorsque je fais le footing. Ou encore d'autres activités extra. Mais pour moi, l'idée, c'est que voilà, le repos, ce n'est pas exclusivement de dormir, mais au moins arriver à avoir une autre activité en parallèle qui permet de pouvoir balancer un peu avec la charge de travail que nous avons au travail. Alors, toute dernière question de ce panel, le message peut-être à tous ces étudiants, tous ces autres experts qui veulent intégrer un peu ce qu'on appelle le Big Four. Alors, c'est quoi les secrets? Comment est-ce que vous avez pu arriver? Vous avez pu arriver, oui, c'est bien comme ça, pour ne pas être fatigué. Avec ma longue journée qui a démarré à 4 heures du matin, on a des journées comme ça. Comment est-ce que vous avez pu intégrer des cabinets un peu disons, de ce calibre? Moi, je pense que l'idée surtout, c'est d'arriver je ne parle pas pour moi, mais je parle de manière générale, hein, que ce soit dans nos cabinets ou ailleurs. Pour moi, l'idée, et c'est ça principalement le cheval de bataille de nos étudiants et des personnes qui évoluent dans notre domaine, c'est d'arriver vraiment à développer une expertise pointue, voilà, asseoir une notoriété qui est telle que ce que vous dites vraiment peut être pris comme argent comptant. Aujourd'hui, quand vous entendez Tidiane, vous sentez que c'est l'expérience de plusieurs dizaines d'années qui le relate. Mais l'idée derrière, c'est d'éviter de développer un peu voilà, ce désir de vouloir communiquer pour communiquer, sans pour autant derrière asseoir cela par un vécu ou en tout cas par une expertise qui permet vraiment de pouvoir le légitimer. Donc moi, ce que je peux dire, c'est vraiment ne pas rester sur le high level ou en tout cas sur le niveau de notion, mais vraiment accepter de faire l'investissement qu'il faut pour pouvoir vraiment développer une expertise pointue. Donc, se mettre vraiment en position de talibé, comme on dit, pour pouvoir être à même de pouvoir restituer plus tard, servir la communauté, servir les entités et servir aussi nos États et nos gouvernements. En tout cas, merci Malik. Peut-être à très bientôt pour une autre après-midi de la tech avec les acteurs. Ah bah oui, ce sera avec grand plaisir. J'ai beaucoup apprécié ce moment d'échange et aussi interagir avec un certain nombre d'acteurs, notamment Ibrahima, Birahim, Tidiane, Ousmane. Et ça, je te remercie pour cette opportunité qui m'a été offerte d'échanger avec vous. Merci pour reprendre le fameux livre. Merci pour ce moment. Elhadji Malick Gueye, aujourd'hui à Deloitte Afrique. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Pour nous, c'est toujours un challenge. Et comme je le dis tout le temps, les mercredis, j'ai hâte de terminer un peu le travail radiophonique, le travail à la télévision aussi, pour venir dans cet hôtel. D'ailleurs, j'espère un jour que je pourrai vous y recevoir tous, Inch'Allah, pour faire plus ample connaissance, pour échanger de façon très physique avec les guillemets naturellement. C'est Ilyin Hotel où donc je fais ce panel en face de Sonatel sur la voie de dégagement nord, la VDN. Merci à vous Malik, merci à l'ensemble de nos discutants. Je ne vais pas les nommer pour ne pas me tromper, hein, comme on dit en Wolof. Merci à l'ensemble des acteurs qui ont accepté de partager cet après-midi avec nous. Et quand je dis l'ensemble des acteurs, bien évidemment, je pense à toutes les nationalités. Mais après tout, je m'en arrête là parce que j'ai toujours pensé que
la différence est une richesse et que peu importe que l'on soit à N'Djamena, à Dakar, à Paris ou à Rabat, l'essentiel est qu'on est des citoyens du monde, on arrive à se parler, à échanger et c'est ce qui compte, à mettre entre nous des ponts et non des ponts et non donc des murs des et barrières. bien entendu d'autres choses qui empêcheraient que l'on communique. Ce panel fera l'objet de replay, Inch'Allah, dans la soirée sur l'ensemble de nos plateformes en ligne. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, mercredi 3 novembre 2021, si mes calculs sont bons. Et bien entendu, nous allons rester sur la thématique, pour ainsi dire, en façon de parler, et nous allons parler plus globalement ou plus spécifiquement, parce que je parle avec des experts, j'essaie d'être très subtil dans le choix des mots. Nous allons parler d'intelligence artificielle avec Nicolas Pousselgue, si tout va bien, que l'on connaît bien évidemment, avec le Dakar Institute of Technology, l'école de l'intelligence artificielle. Nous allons faire une plongée dans l'IA, comme on l'appelle. Et j'ai toujours plaisir à rappeler que mon premier invité dans notre nouveau média s'appelle Moustapha Cissé, premier directeur du centre de recherche en intelligence artificielle que Google a implanté au Ghana, un fils de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je ne fais pas la promotion des scénaroirs de ce panel, mais j'ai toujours plaisir moi, à rappeler que mon STM est l'UGB, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. On aura plaisir à accueillir l'ensemble de ces acteurs mercredi, Inch'Allah, à partir de 15h de Dakar, et puis on parlera beaucoup d'IA. Et bien entendu, on va se projeter dans un monde qui se met de plus en plus dans l'IA. Merci à tout le monde. Rendez-vous donc mercredi. Excellente après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir.